Donc la première partie concerne donc la qualité de l'air en général, les polluants et la ventilation. Donc pourquoi est-ce que la ventilation est importante? Eh bien, je vais d'abord vous poser la question à vous, à ce stade-ci, avant le webinaire. Quelle est, selon vous, à quoi sert la ventilation? Donc vous avez la possibilité ici de répondre, je pense, pour une seule réponse. Pour pouvoir répondre à cette question, vous pouvez scanner le QR code qui se trouve ici au-dessus de l'écran avec votre smartphone et vous aurez accès normalement à l'application qui permet de voter, de répondre à la question. Donc vous pouvez répondre à, je pense, pour cette question-ci, une seule réponse. Voilà, je vous invite à scanner le QR code et à répondre à la question. Donc, à quoi sert la ventilation? Est-ce que, selon vous, la ventilation sert à économiser l'énergie? Est-ce qu'elle sert à évacuer les polluants intérieurs? À apporter de l'oxygène pour les occupants, peut-être? Euh, ou encore à contrôler le confort thermique? Est-ce que, par contre, la ventilation sert simplement à respecter les réglementations en vigueur? Ou, éventuellement, est-ce que la ventilation ne sert à rien? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Il n'y a pas de, il y a pas de point à gagner, c'est juste un petit sondage pour voir où on en est avant ce webinaire. Je pensais que je verrais le nombre de personnes qui ont répondu, mais ça, je ne le vois pas directement. Donc, Samuel, je crois que certaines personnes ont de la peine à scanner le QR code. Tu peux peut-être l'agrandir ou... est-ce que je sais l'agrandir? Ça, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il y a un URL peut-être à partager dans le chat qui donnerait accès Ça, à je l'appli? pourrais, oui. Donc, c'est ceci. Euh, ouais. Voilà. Est-ce que ça marche mieux avec le lien? Oui, Le lien fonctionne? pour moi c'est bon. Ok. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, donc à répondre à la question. Donc c'est accessible soit via le QR code avec un smartphone, soit avec le lien directement sur votre ordinateur. Bon, et bien apparemment, il y a quand même des réponses différentes. J'attends encore quelques secondes peut-être. Le piège ici, c'est que vous ne pouvez répondre qu'à une seule réponse, pardon. Ce n'est pas permis d'en proposer plusieurs. Mais donc effectivement, la réponse la plus pertinente pour cette question, c'est effectivement pour évacuer les polluants. Euh, Économiser l'énergie, on le verra tout à l'heure, mais ventiler consomme toujours de l'énergie. Par contre, on peut limiter son impact. Apporter de l'oxygène aux occupants, en fait, il y a suffisamment d'oxygène dans les pièces, et même, elle est plutôt même en excès, donc c'est plutôt un problème de polluants. Et si on parle du CO2, par exemple, c'est plutôt l'excès du CO2 que le manque d'oxygène qui pose problème. Le confort thermique est parfois lié à la ventilation, mais c'est plutôt dans le cas où on a un système qui combine ventilation, chauffage et refroidissement, donc c'est pas directement la ventilation en elle-même. Et puis bien sûr, on doit respecter les réglementations, mais derrière ces réglementations, il y a un objectif de qualité de l'air et donc qui est d'évacuer les polluants. Merci pour cette réponse. Je vais passer à la suite. Hop, si ça veut bien passer. Voilà. Donc, maintenant, je vais m'intéresser un petit peu aux sources de polluants intérieurs, donc pour lesquels on parle de qualité de l'air et pour lesquels il est nécessaire donc de les évacuer, notamment avec la ventilation. On a d'abord ce qu'on appelle les bioeffluents, donc ce sont les polluants qui sont émis par les personnes. Ça peut être des odeurs, mais ça peut être aussi des polluants chimiques,
des composés qui sont pas complètement oxydés, qui sont émis par les personnes. On n'en est pas toujours conscient et pour lequel le CO2, dont on parle beaucoup, est un bon traceur. Le CO2 en tant que tel n'est pas nécessairement un polluant directement toxique ou concentration dans les bâtiments, mais c'est un bon traceur de la présence des personnes et donc d'autres polluants et odeurs qui sont émis par les personnes qu'on appelle les bioeffluents. Il y a ensuite, dans certains contextes, émissions d'humidité, certainement dans le résidentiel, dans les salles de bain, etc. Dans les bâtiments non résidentiels, il peut y en avoir aussi dans les sanitaires en fonction des activités, suite aux activités de nettoyage, par exemple. Euh, Lié à l'humidité, il y a des risques de développement de moisissures. Et puis, il y a aussi éventuellement certaines odeurs qui sont émises par des activités, notamment les activités de nettoyage, par exemple. Et puis, il y a un grand groupe de polluants qui est très important, qui sont les polluants émis par différents matériaux, que ce soit les matériaux de construction, comme les matériaux de finition, les revêtements de sol, éventuellement les peintures, etc. Mais pas uniquement par les matériaux de construction, aussi par le mobilier et par un certain nombre d'équipements. Par exemple, par les imprimantes, les photocopieuses, les meubles en bois qui contiennent des cols, les parfums, les désodorisants, etc. Tous ces produits, matériaux et équipements peuvent émettre des polluants qui peuvent être problématiques pour le confort, mais aussi pour la santé des personnes. Et donc ces polluants, on va, d'une manière générale, l'approche qu'on va suivre, c'est qu'on va essayer de les éliminer à la source. Ça ne vous concerne peut-être pas directement, mais dans les milieux industriels où on a vraiment des polluants qui sont toxiques, on va travailler par exemple sous une hotte pour éviter la diffusion du polluant et l'inhalation du polluant par le travailleur ou par le technicien. Mais dans le contexte plus général des bâtiments de bureaux, des logements, etc., l'approche peut être la même. On va essayer d'éviter autant que possible les polluants d'une part, et puis ceux qu'on ne peut pas complètement éviter, on va essayer de les évacuer, de les éliminer à la source. Par exemple, ben, la fumée de tabac, ben, depuis un certain nombre d'années, il est interdit de fumer dans les lieux de travail, par exemple. Donc ça, c'est une mesure à la source. Il y a ensuite un certain nombre de sensibilisation des occupants. L'utilisation de bougies, d'encens, etc. dégage beaucoup de polluants. Bah, il suffit de ne pas les utiliser, en tout cas dans un contexte professionnel, par exemple. Dans le cas où on a une cuisine ou que ce soit une cuisine de petite échelle ou une cuisine pour une cafétéria ou pour d'autres applications, ben, en général, on a une hotte de cuisine qui va évacuer les polluants directement là où on cuisine. Il faut savoir que la cuisson de certains aliments, comme j'ai repris par exemple deux photos ici, la cuisson de viande ou d'autres génèrent pas mal de polluants, notamment des particules fines. On parle beaucoup des particules fines de l'extérieur, de la combustion, etc. Mais cuisiner certains aliments émet aussi des particules fines qui, si on n'a pas une hotte efficace, sont répandues dans la pièce. Et puis enfin, il y a d'autres polluants encore qui nécessitent des actions d'un autre type, vraiment au niveau structurel, construction et du bâtiment. C'est par exemple le radon, mais je pense que la région de Bruxelles est peu concernée par le radon. Et puis, il y a quelques années maintenant, le temps passe vite, on a été tous très fortement impactés par un polluant un peu supplémentaire qui est venu nous embêter, qui était un virus, en l'occurrence le Covid. Et ce polluant, effectivement, bien sûr, il y avait déjà des polluants de ce type-là avant, hein, comme par exemple le virus de la grippe, mais on y était moins sensible. Et finalement, cette crise qui a été quand même d'assez grande envergure a mis en évidence ce polluant supplémentaire émis par des personnes et pour lesquelles la qualité de l'air, la ventilation ont un rôle à jouer. Alors notamment ce virus, mais c'est valable aussi pour la grippe, est émis par les personnes de différentes manières, mais notamment dans l'air qui est exhalé par les personnes et associé à différentes gouttelettes de différentes tailles. On a beaucoup parlé dans les médias des grosses gouttes qui vont tomber à cause de leur taille, de leur poids sur des distances assez courtes. Oui, c'est un volet. On a peut-être beaucoup moins parlé dans les médias, mais en fait, le moyen de propagation le plus important qui a été mis en évidence par les scientifiques au niveau international pendant la crise du Covid, c'est plutôt les aérosols de plus petite taille, qui eux ne vont pas tomber au sol au bout de 50, 100 ou 150 centimètres, mais vont plutôt rester en suspension dans l'air pendant de longues minutes, voire de longues heures. Et c'est là que la ventilation joue un rôle important pour éliminer ces aérosols et pour diminuer leur concentration, et donc diminuer l'exposition des personnes à ces aérosols. Donc c'était valable pour le Covid, mais c'est valable chaque hiver et toute l'année pour tous les autres virus tels que la grippe ou d'autres virus respiratoires.
Et donc, par rapport à cette liste de polluants que je vous ai présentée il y a quelques minutes, ben, on peut maintenant rajouter un qui est la famille des polluants biologiques liés à des maladies de l'homme, virus ou bactéries, pour lesquels on doit aussi gérer la qualité de l'air et évacuer ces polluants. Alors, pour atteindre une bonne qualité de l'air dans des bâtiments, dans un bâtiment, il y a une approche notamment qui est basée sur trois piliers principaux. Le premier pilier, ici tout au-dessus, c'est de contrôler les sources, c'est-à-dire d'essayer d'éviter la présence de polluants dans le bâtiment. On peut par exemple choisir certains matériaux de construction ou certains équipements de mobilier qui sont peu émissifs, qui vont émettre moins de polluants, du mobilier en bois qui contient moins de colle par exemple. Ça, c'est vraiment éliminer la présence ou la source de polluants directement à la source. Le deuxième pilier, c'est d'évacuer ces polluants. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, ceux qu'on ne peut pas éliminer à la source, on va les évacuer, notamment avec la ventilation. On va voir s'il y a d'autres possibilités que la ventilation. Et puis le troisième pilier, c'est évidemment d'éviter l'entrée d'air de polluants éventuellement extérieurs. C'est vrai que dans les médias, on parle peut-être plus souvent des polluants de l'air extérieur que de l'air intérieur. Donc il y a aussi des polluants dans l'air extérieur qui peuvent aussi être éliminés à la source à long terme, etc. C'est un autre débat. Mais en général, la ventilation et les mesures de gestion de la qualité de l'air utilisent l'air extérieur comme air neuf, sachant qu'il y a beaucoup plus de polluants problématiques à l'intérieur qui s'accumulent et qui sont liés aux sources dont j'ai parlé. Il n'empêche que dans cette approche globale de qualité de l'air, le troisième pilier est éventuellement de limiter aussi l'entrée de ces polluants extérieurs. Ça nécessite d'avoir un bâtiment qui est étanche à l'air, sinon on ne maîtrise pas ce qui rentre et ce qui sort par les fuites du bâtiment. Et également, on peut jouer sur la filtration, par exemple pour filtrer en partie les particules fines, les pollens, etc. Donc ça, c'est un peu les trois piliers clés d'une bonne qualité de l'air intérieur dans nos bâtiments. Alors, comment est-ce qu'on va évacuer ce polluant? J'ai déjà parlé plusieurs fois de ventilation, mais vous allez me dire, il n'y a peut-être pas que la ventilation. On peut compter peut-être sur les fuites dans l'enveloppe du bâtiment, les in- et exfiltrations. On va voir si c'est efficace. On peut peut-être compter sur l'ouverture des fenêtres, ou encore, plutôt que d'évacuer les polluants à l'extérieur, on pourrait dire, bah, tiens, j'ai déjà entendu parler de purification d'air, ok, qu'est-ce qu'il en est? On va passer quelques minutes pour aborder ces différentes pistes dont on parle parfois. Alors les fuites dans l'enveloppe du bâtiment, évidemment, ici la photo est un peu provocante, extrême, mais même dans un bâtiment où il y a de légères fuites autour des châssis, par exemple, ou à certains endroits de l'enveloppe, en fait, ces fuites sont tout à fait incontrôlées, donc elles sont complètement inefficaces pour assurer une bonne qualité de l'air. Elles sont non contrôlées parce qu'on ne sait pas où elles se trouvent, ces fuites. Il peut peut-être y avoir beaucoup de fuites à certains endroits au niveau d'une porte d'entrée et pas du tout dans la pièce dans laquelle on réalise des salles de réunion, par exemple. Mais elles ne sont pas contrôlées dans le temps non plus. Les fuites vont apporter un certain renouvellement d'air quand il y a beaucoup de vent, par exemple. Et puis les jours où il y a peu de vent, peu de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, ben, il n'y a plus aucun débit qui passe par ces fuites. Donc globalement, ces fuites sont vraiment inefficaces, d'autant plus qu'elles occasionnent des pertes d'énergie importantes et surtout non contrôlées. Au niveau des fenêtres, je ne m'y attarde pas trop à ce stade-ci. Il y a un chapitre, le dernier chapitre de la présentation qui le regardera plus en détail, mais les questions là qu'on peut se poser, c'est OK, est-ce que c'est une ouverture permanente? Est-ce que c'est une ouverture ponctuelle? On parle souvent d'ouvrir quelques minutes toutes les X heures, etc. Est-ce que ça marche vraiment? Vraiment, on le verra tout à l'heure. Ensuite, quelques mots sur la purification d'air, dont vous avez certainement entendu parler pendant la crise du Covid. Euh, c'est certainement une solution qu'il ne faut pas exclure, mais qui aujourd'hui ne peut pas encore remplacer certainement la ventilation. Comme vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai présenté les différents polluants, en fait, il y a différentes familles de polluants et c'est assez complexe. Il y a beaucoup de polluants différents à l'intérieur. Il y a des polluants sous forme de particules fines, il y a des polluants sous forme de gaz. Et la purification d'air, en fait, il y a différentes techniques et finalement, on a à peu près une technique par famille ou sous-famille de polluants. Il n'y a pas une seule technique qui permet de gérer tous les polluants qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et donc, si on voulait appliquer de la purification d'air, il faudrait dans une même machine avoir à la fois de la filtration pour les particules fines, du charbon actif pour les gaz, peut-être des oxydations, etc., avec de l'ozone pour d'autres polluants, encore de l'UV pour les polluants biologiques.
Et toutes ces techniques, il faut les contrôler, il faut les entretenir. Une des difficultés, par exemple, c'est qu'un filtre à charbon actif qui peut retenir en partie les polluants gazeux, une fois qu'il est saturé, il ne fonctionne plus du tout. Et on ne sait pas quand il est saturé, et ça va dépendre évidemment de la quantité de polluants qui est présent dans la pièce. Donc, ces techniques existent. Il ne faut pas forcément les exclure aujourd'hui, mais en tout cas, c'est certainement pas la solution miracle et c'est plutôt à utiliser de manière complémentaire ou éventuellement dans une phase de transition en attendant de pouvoir installer un système de ventilation complet et performant. Et donc la dernière solution, c'est la ventilation et je vais maintenant parler beaucoup plus de ventilation dans la suite du webinaire. Alors la ventilation, c'est quoi? Mais donc, c'est effectivement, le but, c'est d'évacuer les polluants intérieurs, donc en assurant un renouvellement d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, on va d'abord avoir une évacuation de l'air pour extraire les polluants de l'air intérieur vers l'extérieur. Et cette extraction est compensée par un apport en air neuf provenant de l'extérieur, donc par une alimentation. On va généralement réaliser cette alimentation en air dans les espaces de vie, bureaux, salles de réunion, etc. Et l'évacuation plutôt dans les espaces de service comme les cuisines, s'il y en a dans le bâtiment, les sanitaires et autres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ventilation, elle est plus efficace que les autres solutions qu'on vient de voir, mais elle a néanmoins ses limites et il faut comprendre notamment que la ventilation fonctionne par dilution. Je vais faire une petite analogie ici avec une baignoire qui serait à moitié remplie d'eau et qui est en continu alimenté avec l'eau. Le robinet est ouvert et on n'a pas mis le bouchon et en continu, il y a un renouvellement de l'eau de cette baignoire. Si maintenant dans cette baignoire, j'ajoute un colorant bien visible, il va se mélanger et ça va colorer l'ensemble de l'eau de la baignoire. Mais après cet événement de coloration avec un colorant, c'est pas en quelques secondes que l'eau va être renouvelée et purifiée à nouveau. Il faudrait éventuellement vider complètement la baignoire pour évacuer complètement le polluant, ce qu'on ne peut pas faire avec l'air dans une pièce. On ne peut pas vider complètement la pièce de son air. Et donc la ventilation, ça fonctionne de la même manière. Ça va fonctionner par dilution, c'est-à-dire que petit à petit, on va diluer le colorant dans la baignoire ou les polluants dans une pièce avec de l'air neuf avec l'air qui est évacué, mais donc c'est un processus qui prend un certain temps. Et donc en ventilation, généralement, on a un mélange dans la pièce de l'air neuf avec l'air présent dans la pièce et donc avec les polluants présents dans la pièce. C'est cet air neuf qui dilue le polluant et donc il y a un effet sur sa concentration qui va diminuer sa concentration. Et puis l'extraction permet de compenser cet apport en air neuf et donc on a au final un équilibre entre la concentration en polluant et un débit de ventilation. Ici, un petit graphique qui vous montre, par exemple, ce qui pourrait se passer. Ça pourrait être du CO2 dans une salle de réunion, par exemple. Eh bien, le matin, quand il n'y a encore eu personne dans cette salle de réunion, imaginons ici que c'est une salle de réunion équipée d'un système de ventilation avec un certain débit, et donc on va avoir une certaine concentration d'équilibre entre ce débit et la concentration en polluant. Donc initialement, il n'y avait pas de personnes et donc il n'y a pas de polluants qui sont émis par ces personnes. Donc on est à zéro. Dans le cas du CO2, il y a la concentration de base, mais peu importe, ici c'est le delta par rapport à cette concentration de base, par exemple. Et donc, si il y a d'abord des réunions dans cette salle de réunion et des personnes qui sont présentes, la concentration va progressivement augmenter pour atteindre finalement un plateau. Et donc, cette concentration d'équilibre qui dépend directement du débit qu'on aura dans cette salle. Et puis, si la salle, à un moment donné, n'est plus occupée par personne, eh bien, il faudra de nouveau un certain temps pour redescendre à une concentration faible ou la concentration de base. Et donc, ça montre bien cet effet de la dilution de la ventilation. Donc, la ventilation c'est un processus en continu qui prend du temps et qui est plutôt lié à un équilibre entre un débit et des concentrations en polluants qu'on essaye de contrôler donc grâce à la ventilation.